Bloomberg rapporte qu'environ la moitié des lanceurs de missiles iraniens sont encore intacts et qu'il est impossible de les détruire en raison de leur emplacement à l'intérieur du territoire iranien. Il y a également, bien sûr, les informations que le CENTCOM a désormais confirmées concernant le ravitailleur KC-135, abattu au-dessus de l'Irak. Un autre, je crois, a atterri avec succès au large de la Méditerranée, en Israël. Des rapports font état d'incendies mystérieux à bord de l'USS Gerald Ford, et selon l'Iran, l'USS Lincoln se serait repliée en raison des dommages subis lors d'une confrontation avec un petit navire iranien. Il y a même désormais des informations selon lesquelles les États-Unis envisageraient d'envoyer à nouveau entre 2500 et 5000 marines en déploiement au Moyen-Orient, ce qui reviendrait à une escalade de cette guerre. Les États-Unis ressemblent à un homme en train de se noyer après le naufrage du Titanic, cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher juste pour rester à flot. Et même si vous restez à flot, vous finirez quand même par mourir de froid dans l'eau. Les États-Unis ont déclenché une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner, car en fin de compte, pour la remporter et prendre le contrôle de la situation, il faudrait des troupes au sol. Sauf qu'il en faudrait environ 4 millions. Peut-être qu'on pourrait s'en tirer avec 3 millions. Et ces 3 millions subiraient des pertes catastrophiques en essayant de prendre le contrôle de l'Iran. Vous savez, commençons par le mensonge raconté au public américain, selon lequel ce KC-135, un avion ravitailleur, se serait simplement écrasé. Expliquez-moi comment il s'est écrasé. Normalement, quand tout fonctionne parfaitement, à moins d'une défaillance mécanique catastrophique, ce dont je sais qu'il ne s'agit pas, il n'y a aucune raison pour qu'il tombe. Je veux dire, je sais ce qui s'est passé. Il a été abattu. Mais allons-y avec la version du Pentagone. Ah, c'est qu'ils se sont écrasés. D'accord. Normalement, on s'écrase au décollage. C'est l'un des moments les plus dangereux parce qu'un moteur lâche ou que la cargaison se déplace. Ou bien on s'écrase à l'atterrissage. Encore une fois, un problème mécanique survient où il y a un temps épouvantable. Vous savez, on est pris dans une tempête de sable. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Cet avion ne rencontrait pas de mauvais temps. Alors comment un avion passe-t-il de, disons, 7500 ou 6000 mètres d'altitude à un crash soudain dans le désert? Comment ça fonctionne-t-il? Eh bien, cela fonctionne ainsi. Il a été abattu. D'accord. Donc le Pentagone ment à ce sujet parce qu'il ne veut pas que le nombre de victimes augmente et reflète ce qui se passe réellement. Et nous avons eu un indice la semaine dernière sur la nature des pertes lorsque, il y a une semaine, mercredi, le 4 mars, un mémo a été publié au Centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne. Landstuhl est l'hôpital qui sert de principal point de passage pour les soldats blessés au combat, où ils sont d'abord envoyés pour être stabilisés avant de pouvoir monter dans un avion et rentrer à Walter Reed, à Bethesda, dans le Maryland. Et je connaissais bien Walter Reed. J'habitais en fait à 4 ou 5 pâtés de maison au nord, sur West Virginia Avenue. Ainsi, ce que nous avons vu il y a une semaine mercredi, le 4, c'était Landstuhl, diffusant un mémo disant « Hey, toutes les femmes enceintes qui pensaient venir ici pour accoucher, réfléchissez-y à 2 fois. Vous ne pourrez pas venir ici. » Nous fermons les services de maternité parce que nous devons nous concentrer sur notre mission principale. Maintenant, ils n'ont pas précisé que la mission principale consiste à s'occuper des blessés de combat, mais c'est bien leur mission principale. Le même jour, ou peut-être le lendemain, dans l'édition du journal Stars and Stripes, là-bas, à environ 25 km à l'est de Landstuhl, il y a une autre base militaire américaine appelée Kaiserslautern. Et Kaiserslautern a lancé un appel disant « Hey, nous avons besoin de donneurs de sang. Vite. Urgence. Urgence. » Cela montrait immédiatement qu'il y avait plus que quelques blessés arrivant à Landstuhl.
Et puis, le jeudi soir, je ne me souviens plus si c'était jeudi ou vendredi, j'ai reçu les premières photos de 3 grands bus de transport médical. Le terme van suggère quelque chose de plus petit. Celui-ci est bien plus grand qu'un minivan. Il était garé à la base aérienne d'Andrews et c'était un véhicule de transport médical de Walter Reed. Donc, il venait chercher, vous savez, les patients arrivant de Landstuhl atterrissaient à Andrews avant d'être transférés à Bethesda, à Walter Reed. Et voilà ce qui se passe. Beaucoup de blessés, bien plus qu'ils ne le disent. L'une des bases est à court de... elle n'a plus aucun système de défense aérienne. Il n'y en a plus. Donc à partir de maintenant, les troupes américaines encore sur place n'ont aucune protection contre les attaques de missiles et de drones. Aucune. Si l'Iran décide d'intensifier les attaques là-bas, il y aura beaucoup de victimes. C'est la résistance irakienne qui a revendiqué la destruction du ravitailleur KC-135, qui a coûté la vie, je crois, à 6 membres du personnel américain. L'Iran voit les prix du pétrole augmenter en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, environ $100 le baril, ou s'en approchant. Cela fluctue, mais la tendance générale est à la hausse. Nous apprenons également que des marines vont être déployées au Moyen-Orient. Le CGRI iranien déclare « Allez-y, nous sommes prêts pour vous ». Et tu as probablement vu les images, Larry, de la journée de Quds. On y voyait Massoud Pezeshkian, le président de l'Iran, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, et Ali Larijani, le chef du Conseil de sécurité nationale. Ils étaient tous là, sans protection, au milieu d'un immense rassemblement de millions d'Iraniens, sans aucun dispositif de sécurité. Je suis donc curieux de savoir si tu pourrais commenter la position actuelle de l'Iran. L'administration Trump affirme qu'il cherche à se rendre. Je me demande si tu es d'accord avec cela. Non. Eh bien, Trump, comme toujours, ment à ce sujet. Alors laisse-moi te demander, tu n'es pas un militaire. Je veux dire, tu as quelques connaissances, mais dis-moi ce que tu en penses. D'accord, nous avons 2500 marines. Donne-moi la mission. Dis-moi ce que ces 2500 marines vont faire. Eh bien, il y en a beaucoup. Il y a eu des rapports sur un qui a été évoqué. Je n'essaie pas de... Oui, je ne cherche pas à te mettre dans l'embarras avec ça, mais ce que je veux que tu fasses, c'est aider à expliquer à ceux qui n'ont peut-être pas d'expérience militaire comment ils perçoivent cette évolution. Ensuite, je veux passer en revue les éventuels problèmes que tu vois dans cette approche. Oui, non. La seule chose que je vois, Larry, d'après la façon dont j'examine la carte du champ de bataille dans cette guerre, c'est ce que j'entends du Pentagone et de ses soi-disant analystes militaires, officieux, anonymes. Il semble qu'ils veuillent s'emparer du littoral, ou de l'île de Karg, ou quelque chose de ce genre, une sorte d'opération spécialisée ou ciblée. C'est ce qui semble être, du moins de l'extérieur et sans expertise particulière, leur plan. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. D'accord, donc il faut faire venir ces navires. Les marines seront à bord de ces navires. Ils débarqueront depuis ces navires, ou bien ils sortiront sur des embarcations de débarquement, des LSD. Les bateaux qui les amènent jusqu'à la côte sortent directement du navire. Mais cela signifie qu'il faut s'approcher suffisamment près du rivage pour se retrouver à portée des missiles et des drones iraniens. Alors, comment protéger ces navires pour qu'ils ne soient pas détruits avant même que les marins atteignent la côte? On ne peut pas. Mais disons qu'un miracle se produit. Vous parvenez à faire débarquer ces marines. Et ensuite, then what? 2,500 sounds like a lot, but if you've got to cover 2500, ça semble beaucoup, mais si tu dois couvrir 1 mille de plage, c'est pas tant que ça. Et puis si tu es attaqué par des drones,
Tu n'as pas de bunkers où te réfugier. Tu es à découvert. Donc, ils vont se faire attaquer par des drones, ils vont se faire attaquer par de l'artillerie. Et ensuite, quand les soldats iraniens arriveront, les marines vont riposter. Eh bien, tu ne transportes qu'une quantité limitée de munitions sur toi, et dans ce genre d'échange de tirs, tu vas épuiser toutes les munitions que tu as apportées. Comment te fais-tu réapprovisionner? D'où vient le ravitaillement? Et disons que tu es coincé sur cette plage pendant 3 jours. D'où vient l'eau? D'où vient la nourriture? Tu as probablement emporté de quoi manger pendant quelques jours grâce aux rations MRE. You probably carried enough food to eat for a couple of days off of MREs. But my point in this is that Mais ce que je veux dire, c'est que pour vraiment marquer un territoire aussi vaste que l'Iran, il faudrait des centaines, en réalité plus de 2 millions de soldats, pour être franc. Alors où les rassemblerait-on? Parce que, vous savez, pour montrer à quel point les choses ont changé en 23 ans. Il y a 23 ans, nous pouvions déployer un nombre massif de troupes au Koweït et en Arabie saoudite. Elles étaient visibles depuis l'espace. Mais l'Irak n'avait pas alors de capacité de drone et son armée de l'air n'était pas en mesure de nous attaquer. Ils avaient quelques Scuds, mais pas beaucoup. Nous pouvions donc rassembler 160 000 soldats là-bas au Koweït sans problème. Aujourd'hui, ce serait impossible. Ils seraient complètement exposés aux attaques de missiles et de drones. Et toute concentration de troupes, comme on l'a vu dans la guerre en Ukraine, se transforme en massacre. Car Russes et Ukrainiens ont appris qu'il ne faut pas masser les troupes. You don't mass troops. That's no longer viable in the age of drones. Ce n'est plus viable à l'ère des drones. Donc oui, ces gens qui parlent d'envoyer des troupes au sol, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et en fait, il y a 16 ans, c'est ça? 17 ans? Peut-être un peu plus. J'ai travaillé précisément sur un exercice pour les forces spéciales américaines qui, dans cet exercice, entraient en Iran pour attaquer une cible où du matériel nucléaire était enfoui. Et je dirais simplement que la leçon tirée de cet exercice était « Ne le faites pas ». Sur le papier, ça peut sembler une bonne idée, mais en pratique, ne le faites pas. Et même si le temps a passé, peu importe la technologie que nous avons développée, cette mission n'est pas devenue plus facile, bien au contraire. Peut-être pourriez-vous parler de l'ensemble de ce que l'on pourrait appeler le champ de bataille en ce moment dans cette guerre, car il est immense. Il inclut ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et la fermeture très agressive opérée par l'Iran. Nous avons vu un navire touché, un navire lié au marais. Et nous avons vu des attaques dans le golfe Persique. Ils y ont également frappé des navires. Et il y a aussi, bien sûr, Israël, où des missiles arrivent chaque jour. Le Hezbollah et l'Iran travaillent ensemble. Et puis il y a la situation régionale plus large, où les bases militaires américaines, ainsi que les moyens navals américains, sont encore constamment pris pour cible. Je suis donc curieux de savoir si vous pouvez expliquer où nous en sommes actuellement concernant l'opération iranienne True Promise 4 et sa stratégie globale. Comment cela influence-t-il les actions des États-Unis et d'Israël en ce moment? Influencing U.S. actions and Israeli actions at this time. So Iran, I think, accurately assessed. Je pense que l'Iran a évalué avec justesse la situation à la fois tactique et stratégique au début de cette guerre, à savoir que les forces américaines seraient basées dans des lieux comme la base aérienne du prince Sultan en Arabie saoudite, à Bahreïn, où se trouve le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine, au Koweït, sur 4 bases et aérodromes différents, et de même au Qatar, à la base aérienne d'Al-Udeid, qui abrite le centre combiné des opérations aériennes. Dans une moindre mesure, il y en a aussi aux Émirats arabes unis. Ainsi, entre tous ces sites, on compte probablement une douzaine de bases, peut-être 13. Les États-Unis étaient convaincus que leur système de défense aérienne serait capable de repousser toute attaque iranienne, et en retour, qu'ils pourraient utiliser ces emplacements pour lancer des attaques contre l'Iran que ce dernier ne serait pas en mesure de contrer.
that Iran would not be able to fend off. Well, it's true that the attacks inside Iran. Eh bien, il est vrai que les attaques à l'intérieur de l'Iran se sont déroulées en grande partie sans accroc. L'ayatollah Ali Khamenei a été tué, ainsi que le ministre de la Défense, le chef du commandement des gardiens de la révolution iranienne et d'autres responsables. Mais moins d'une heure après avoir été frappé, l'Iran a immédiatement commencé à riposter. La stratégie était double. D'abord, détruire ces radars gigantesques et extrêmement coûteux, utilisés pour détecter les lancements de missiles, déterminer l'emplacement des menaces et surveiller le trafic aérien dans toute la région, jusqu'à environ 5000 km. Et ensuite, identifier les menaces maritimes et maintenir la communication avec les principales forces navales américaines. En 3 jours, l'Iran avait mis hors service tous ses radars et avait également commencé à détruire méthodiquement des bâtiments clés sur chacune de ses bases militaires américaines situées en Arabie Saoudite, au Qatar, à Al-Udeid et à Bahreïn. Je pense que les plus gros dégâts ont été subis par l'installation navale de Bahreïn. Elle n'est vraiment plus utilisable. Et pour l'utiliser, il faudrait faire entrer un navire de la marine par le détroit d'Ormuz. Il serait une cible facile. Donc, cette installation est pour toute fin pratique morte. Il semble que la base aérienne du prince Sultan ait été décimée. Des images satellites commencent à apparaître, montrant la destruction d'au moins 5 KC-135. Ce sont des avions ravitailleurs. Donc ceux détruits au sol, plus celui qui a été détruit en Irak hier, cela fait au moins 7 appareils qui ont disparu. Ces 7 appareils avaient été conçus pour pouvoir ravitailler chacun 5 avions au cours d'une mission. Donc vous voyez, c'est une perte assez importante pour les capacités américaines. Les États-Unis sont contraints de retirer leur personnel de ces bases et de réduire leurs activités militaires sur place. Et avec les radars mis hors service, ils ont privé Israël de tout avertissement avancé, peut-être 1 minute ou 2 tout au plus, en cas d'attaque de missiles. Ainsi, en ce qui concerne l'objectif américain de décapiter la direction, c'est un échec. L'objectif d'affaiblir le soutien à la République islamique a échoué de manière spectaculaire. C'est même l'inverse qui s'est produit. Le soutien au gouvernement à la République islamique a augmenté d'une façon vraiment sans précédent. Ils n'ont rien vu de tel depuis que l'Irak a attaqué l'Iran en septembre 1980, au début de la guerre Iran-Irak. L'armée est incapable de protéger Israël des frappes de missiles. Elle continue d'arriver et de frapper. Israël dispose d'un système de défense à plusieurs couches. La première couche est le dôme de fer, qui intercepte les menaces subsoniques. La suivante est la fronde de David, pour certains missiles balistiques. La troisième couche est le missile Patriot, censé intercepter les missiles balistiques, mais qui n'y parvient pas. Et enfin, la dernière est le THAAD, le système de défense terminale en haute altitude. Ceux-ci ont été détruits. Les radars qui les faisaient fonctionner ont été détruits, donc ils ne sont plus opérationnels. Voici le président iranien du Mossad. Il se promène librement parmi le peuple iranien, sans escorte de sécurité. C'est en soi une déclaration. Il en va de même pour Ali Larijani, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité iranien. Ce sont ces images qui circulaient. Mais je voulais vous demander, qu'est-ce qui va déterminer cette guerre? L'Iran a déclaré qu'il dicterait le cours de cette guerre. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu des garanties internationales que l'agression cessera complètement et ne se reproduira plus. C'est une exigence extrêmement ambitieuse. Mais il y a ici de nombreux développements inquiétants, y compris celui-ci. Selon le Financial Times, les États-Unis ont épuisé en seulement 13 jours des années de munitions, pour une valeur de plusieurs milliards également. Et puis j'ai évoqué la question du lance-missile. Je veux faire défiler un peu ici.
car on parle beaucoup de la supériorité aérienne des États-Unis. Même Bloomberg a dû reconnaître que les opérations aériennes se sont compliquées, que malgré la destruction de 80% des défenses aériennes iraniennes, des armes difficiles à repérer, comme le missile 358, capables d'être lancés depuis de petits véhicules ferroviaires facilement dissimulés, ont rendu la situation plus complexe. Alors, croyez-vous l'Iran lorsqu'il affirme qu'il déterminera l'issue de cette guerre? Et qu'est-ce qui, selon vous, mettra réellement fin à tout cela au bout du compte? Que pensez-vous? Eh bien, cela prendra fin lorsque l'épuisement des États-Unis se fera sentir, ou lorsqu'il y aura une panique liée à un effondrement économique. Cela ne se terminera pas parce que les États-Unis auront bombardé 30 000 sites en Iran. Cela n'y changera rien. L'Iran est désormais stratégiquement positionné pour, c'est un terme un peu cru, mais je trouve que sa force d'expression le justifie, tenir les États-Unis et le monde en otage. Et quiconque s'est déjà trouvé dans cette position sait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ni beaucoup de choix. On est plus ou moins obligé d'accepter ce qui est proposé. La première exigence de l'Iran, je pense, ce sont les sanctions. Les sanctions économiques doivent être levées. Vous savez, le raisonnement de l'Iran est le suivant. Si l'Iran ne fait rien, les sanctions économiques continueront d'appauvrir l'Iran et le peuple iranien. Désormais, l'Iran a placé le reste du monde dans la même situation que celle qu'il a connue. Faire face à la hausse des prix, à une inflation galopante et à une diminution des approvisionnements. Ainsi, les pays qui entretiennent des relations amicales avec l'Iran découvrent qu'ils peuvent s'en sortir avec un peu d'aide de leurs amis. L'Iran a donc tout intérêt à continuer de restreindre l'écoulement du pétrole, du gaz naturel liquéfié et de l'urée provenant du Golfe Persique. Il faut comprendre qu'environ un tiers des engrais mondiaux dépendent de ce qui sort du Golfe Persique. En réalité, plus d'un tiers. Et en ce moment, c'est la saison des semis dans l'hémisphère nord. La grande majorité des terres arables du monde se trouvent au-dessus de l'équateur, donc c'est la période des semis actuellement. Et sans engrais, certaines cultures dans certaines régions ne pousseront pas. Donc, lorsque la saison des semis sera terminée et que les cultures ne pousseront pas, puis que la récolte arrivera, on se retrouvera face à l'insécurité alimentaire, à des pénuries de nourriture dans 6 ou 7 mois. Cela va se produire. Il y aura des pénuries alimentaires dans 6 mois. C'est garanti. Le coût du pétrole et du gaz naturel liquéfié fait déjà grimper les prix dans le monde entier. Les États-Unis devraient être parmi les moins touchés, car ils ne reçoivent qu'une petite quantité de pétrole du Golfe Persique. Pourtant, là où je vis, j'ai constaté une augmentation d'environ 70 cents du prix de l'essence au gallon en un peu plus d'une semaine, peut-être une semaine et demie. Donc, si cela continue à ce rythme, je vais sortir plus tard aujourd'hui pour aller voir, vérifier si ça a encore augmenté. Je soupçonne que oui. Le diesel a augmenté de 1,30 $ au cours des 12 derniers jours. Donc 1,30 $. Quand on ajoute cela au prix du carburant pour un moteur diesel, vous savez, il y a environ 100 gallons dans l'un de ces camions, et si le prix a augmenté d'$1, cela fait 100 $ de coûts supplémentaires. Eh bien, cela se répercute sur les gens qui paient pour la nourriture. Ces camions transportent de la nourriture et d'autres marchandises, donc les coûts de transport augmentent, et cela va faire grimper les prix de ces produits en magasin. Les choses nécessaires, comme les œufs, d'accord, vous allez devoir faire avec et en acheter. Mais pour d'autres articles de luxe dont vous n'avez pas besoin, vous allez dire « Je vais passer mon tour, je ne vais pas acheter ça ». Donc cela va entraîner une combinaison de stagflation, un déclin économique avec des prix en hausse. C'est un double coup dur.
Nous l'avons vécu dans les années 1970, bien avant ta naissance. C'est grave, et cela va provoquer un véritable contre-coup politique pour Donald Trump. J'ai réalisé une analyse de théorie des jeux hier soir et elle est publiée sur sonar21.com. J'encourage les gens à la lire. En gros, je me posais la question suivante. Si l'Iran est menacé par Israël par l'usage d'une arme nucléaire, quelle est la meilleure ligne de conduite pour l'Iran? Et la réponse est que, en plus de maintenir le contrôle sur ce qui entre et sort du détroit d'Ormuz, l'Iran devrait immédiatement construire une arme nucléaire, secrètement, plus d'une, puis l'annoncer. Ainsi, Israël serait averti, et les États-Unis aussi. Très bien, nous avons maintenant la bombe, celle dont vous avez toujours eu peur. Nous l'avons, et nous l'utiliserons si nécessaire. Ce sera probablement ce qui pourra sauver. That'll be likely the only thing that'll save Iran from being a victim of a nuclear attack. L'Iran d'être victime d'une attaque nucléaire. Je pense que cette réalité devient de plus en plus évidente à mesure que la guerre se poursuit. Que quelles que soient les limites, le nombre d'événements humiliants, la réaction du public ou le désaccord de l'opinion publique générale, de l'opinion publique mondiale ou de l'opinion publique américaine, rien de tout cela ne semble arrêter pour l'instant la guerre d'agression menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Et comme vous l'avez dit, la seule chose qui pourrait la suspendre temporairement, c'est la crise économique. Mais cela ne change pas l'orientation générale que les États-Unis et bien sûr Israël ont à l'égard de l'Iran. La conclusion que vous tirez, c'est que cette guerre ne sera pas ce qui fera tomber l'Iran, mais que c'est la menace d'une arme nucléaire, d'une frappe nucléaire, qui posera de nombreux problèmes à l'avenir. Eh bien, c'est certainement un facteur pris très au sérieux. L'autre élément à examiner et à comprendre, c'est que la nouvelle direction en Iran, sous Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, il est le fils de son père, et pourtant il ne l'est pas. C'est quelque chose que je pense l'Iran n'a pas connu depuis plusieurs siècles. Un prophète guerrier. Mojtaba vient d'une famille particulière. Je veux dire, lorsque la guerre Iran-Irak a commencé, je veux préciser le pays qui l'a déclenché, donc la guerre Irak-Iran. En 1980, Mojtaba était, je crois, un garçon de 17 ans. Son père n'était pas encore le guide suprême, mais il occupait un rang élevé dans la hiérarchie en tant que conseiller de l'ayatollah Khomeini. En fait, Khomeini avait désigné Ali Khamenei comme son successeur. Et vous savez, on voit bien comment s'en sortent les fils de riches. Hunter Biden a-t-il participé à la guerre mondiale contre le terrorisme juste assez longtemps pour se droguer à la cocaïne et se faire renvoyer? Eric Trump, Donald Trump Jr.? Non. Barron Trump s'engage maintenant? Non. Donc, vous voyez, ces filles privilégiées, comme dans cette vieille chanson qui parlait des fils chanceux, eux, ils ne se battent pas. Mojtaba Khamenei, lui, l'a fait. Il a commencé à 17 ans. Il a connu le combat. Il a vu des collègues et des amis mourir. On lui a tiré dessus. Je ne sais pas s'il a été blessé, mais il a servi honorablement. Et vous savez, c'est un homme qui sait ce que c'est que d'être réellement en guerre et de faire face à la mort. À cela, il ajoute sa foi religieuse. Alors Trump, tu vois, Trump et les Américains idiots qui continuent de le dénigrer pensent qu'il est quelqu'un à ne pas prendre au sérieux, qu'il est là juste parce qu'il est le fils à papa. Non, c'est un homme à part entière. Il a prouvé sa virilité. Ce type se balade avec un sacré courage, au point que Donald Trump en serait jaloux. C'est donc la première vraie erreur que l'Occident commet, le sous-estimer. Et je pense que c'est un homme de décision rapide. Je crois qu'ils ont compris, comme dans le scénario que j'ai décrit, que la stratégie optimale pour eux est d'obtenir immédiatement une arme nucléaire. Si son objectif est de protéger et de préserver l'Iran, il faut obtenir une bombe le plus vite possible, car à ce moment-là, on entre dans le territoire de Kim Jong-un. Il y a des limites à ce que l'Occident, franchement, est prêt à risquer avec toi.
mess around with you. History is our guide. That's exactly what has happened. L'histoire nous sert de guide. North Korea, C'est exactement ce qui s'est passé avec la Corée du Nord, avec la RPDC. Les États-Unis ont envisagé à plusieurs reprises, et pas seulement une ou deux fois, d'attaquer à nouveau la Corée du Nord, mais ne l'ont pas fait, du moins sur le plan militaire. Des sanctions, oui, mais ce n'est même plus vraiment un élément central de la stratégie de sécurité nationale. Ils parlent désormais davantage de la Chine que de la Corée du Nord à ce stade. The United States foolishly believes Les États-Unis croient naïvement qu'ils peuvent recourir à la force brute pour contraindre l'Iran à se rendre ou à modifier son comportement. Mais je pense que ces menaces de force brute vont en réalité produire l'effet exactement inverse. Elles pousseront l'Iran à comprendre qu'il doit aller encore plus loin et infliger davantage de souffrance aux États-Unis. Et cette souffrance viendra sur le plan économique. Cette guerre est en train de remodeler non seulement le visage géographique du Moyen-Orient, ou disons la carte géopolitique. L'alliance autrefois solide entre les Arabes du Golfe et les États-Unis est en train de mourir. Ils se rendent compte qu'ils ont été trahis par les États-Unis. Je m'attends pleinement à ce qu'au minimum l'Arabie saoudite, mais peut-être même les Qataris et les Émiratis, suivent le mouvement et cherchent à établir des relations plus étroites avec la Russie et la Chine, sans dépendre du pétrodollar. Vous savez, ils vont s'en affranchir et passer à autre chose. C'est donc en somme les États-Unis qui perdent le contrôle du récit. Et franchement, je pense qu'il faudra des semaines avant qu'ils puissent convaincre l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz à la circulation normale. Pendant ce laps de temps, la position des Émirats arabes unis et du Qatar va se détériorer rapidement, car ils ont longtemps compté sur leur rôle de terrain de jeu pour les riches et les célébrités.